Après 2 décennies de silence, Cécilia Attias choisit enfin de revenir sur son mariage tourmenté avec Nicolas Sarkozy. Ces mots rouvrent une histoire où l'amour, le pouvoir et la solitude se sont longtemps confondus. Derrière l'image officielle de la première dame, une femme raconte aujourd'hui ce qu'elle a dû taire. Comment peut-on vivre sous les projecteurs tout en sentant peu à peu que l'on disparaît? Pour comprendre Cécilia Attias, il faut d'abord quitter les salons officiels, les marches de l'Élysée, les flashs et les titres des journaux. Il faut remonter plus loin que le nom Sarkozy, plus loin que les années de pouvoir, plus loin que cette image de femme élégante, parfois distante, souvent décrite comme insaisissable. Avant d'être l'épouse d'un homme politique, Cécilia fut l'enfant d'une histoire faite d'exil, de frontières traversées et de silences hérités. Son père, André Siganet, né Aaron Chouganov à Bucarest, portait en lui une mémoire complexe, celle d'un monde juif russe mêlé à des racines tziganes de Roumanie. À 13 ans seulement, il quitte sa terre natale, juste avant que l'Europe ne bascule dans la Première Guerre mondiale. 13 ans. L'âge où d'autres apprennent encore à rester enfants. Lui, déjà, apprend à partir. À Paris, il reconstruit sa vie, réussit dans le commerce des fourrures, devient l'ami de Joseph Kessel. Dans ce parcours, il y a déjà une leçon silencieuse. Ne jamais laisser les autres écrire entièrement votre destin. Sa mère, Teresita Albéniz de Sfert, vient elle aussi d'un croisement de cultures entre la Belgique et l'Espagne. Fille d'un diplomate espagnol, elle apporte à cette lignée le goût du monde, des langues et des déplacements. Cécilia grandit dans un univers où l'identité n'est jamais simple, jamais droite, jamais immobile. Elle est faite de nuances, de départs et de recommencements. Peut-être est-ce là l'une des clés de sa personnalité, cette impossibilité de se laisser enfermer dans une seule définition. Lorsqu'elle entre dans la vie de Nicolas Sarkozy, elle ne se contente pas d'être une présence à ses côtés. Elle observe, elle conseille, elle accompagne. Dans les premières années, elle est là, en coulisses, attentive à l'image, au rythme, aux équilibres fragiles d'une carrière qui monte. Elle comprend l'importance des gestes, des regards, des mots prononcés au bon moment. Elle sait que la politique n'est jamais seulement une affaire d'idées, c'est aussi une affaire de scène, où chaque silence parle et où chaque sourire peut devenir un message. Et Cécilia, déjà, refuse d'être seulement un décor. C'est peut-être ce qui fascine si vite. Elle n'a pas le profil attendu. Elle ne se fond pas dans le modèle traditionnel de l'épouse politique, discrète, docile, toujours à demi effacée derrière son mari. Au contraire, elle garde un ton, un regard, une manière d'exister. Certains l'admirent, d'autres s'en méfient. La presse française la décrit parfois comme imprévisible, difficile à lire, presque déroutante. Mais derrière ce mot, imprévisible, que voulait-on vraiment dire? Qu'elle ne jouait pas exactement le rôle prévu? Dans cette ascension, Cécilia devient une silhouette connue, puis une figure singulière. Une femme que l'on regarde parce qu'elle semble ne jamais appartenir tout à fait au cadre où l'on voudrait la placer. Sous les apparitions officielles et les photographies soigneusement cadrées, une question se prépare déjà dans l'ombre. Jusqu'où peut-on accompagner le destin d'un autre sans perdre le sien? Puis vient le temps où la politique n'est plus seulement un horizon. Elle devient une maison entière. Elle entre partout, dans les agendas, dans les conversations, dans les silences du soir, dans les départs précipités, dans les retours trop tardifs. Nicolas Sarkozy avance toujours plus vite, porté par une énergie que beaucoup décrivent comme infatigable. Il veut convaincre, conquérir, décider. Autour de lui, tout commence à s'organiser selon cette vitesse. Mais dans un couple, que reste-t-il lorsque l'un avance comme s'il était poursuivi par l'histoire et que l'autre se sent peu à peu laissé au bord de la route? Cécilia Attias, dans ses confidences, évoque cette sensation lente, presque invisible au début, d'être oublié dans sa propre relation. Ce n'est pas forcément un grand fracas, pas toujours une porte qui claque, pas toujours une phrase violente. Parfois, l'éloignement commence autrement, par une chaise vide, par un dîner repoussé, par un regard qui traverse la pièce sans vraiment s'arrêter, par cette impression que la personne que l'on aime est encore là physiquement, mais déjà ailleurs, intérieurement. Et cet ailleurs, pour Nicolas Sarkozy, prend le visage du pouvoir.
Le pouvoir ne se contente jamais d'une place raisonnable. Il demande du temps, puis davantage de temps. Il demande de l'attention, puis toute l'attention. Il transforme les proches en témoins, les maisons en lieux de passage. Cécilia, qui avait accompagné les débuts, soutenu, conseillé, protégé parfois, découvre une réalité plus froide. La carrière qu'elle a contribué à entourer grandit jusqu'à occuper l'espace même du mariage. Dans ses souvenirs, elle décrit le sentiment de perdre progressivement sa place. Non pas seulement une place officielle, dans les photographies ou les cérémonies, une place plus profonde, celle que l'on occupe dans la vie quotidienne de l'autre. Celle qui ne se proclame pas, mais se ressent. Celle qui dit « Je compte encore. Je suis encore nécessaire. Je suis encore vu. » Or, c'est précisément cela qui semble s'effacer. Alors l'image publique continue, on sourit, on apparaît, on tient son rang. Les institutions aiment les images stables, le public cherche des récits simples. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. Et quand une fissure est invisible aux autres, elle n'en est pas moins réelle. Elle devient plus lourde, parce qu'il faut porter deux vies à la fois, celle que l'on montre et celle que l'on tait. C'est là que l'idée d'un mariage devenu, pour elle, une forme de mensonge prend toute sa force. Un mensonge non pas forcément fait de grandes trahisons spectaculaires, mais d'écart entre l'apparence et le cœur, entre ce que le monde croyait voir et ce qu'elle ressentait, entre le rôle et la femme. Car vivre dans un rôle peut sembler supportable un jour, 2 jours, une saison, mais des années à se tenir droite quand l'intérieur vacille, à incarner une unité que l'on ne reconnaît plus. À un moment, la question n'est plus de savoir ce que les autres comprendront. La question devient plus simple, plus nue, plus urgente. Puis-je encore me regarder en face si je continue? Lorsque Nicolas Sarkozy accède aux plus hautes marches du pouvoir, Cécilia se retrouve projetée dans un rôle que la France entière croit connaître. Celui de première dame. Un titre court, presque lumineux. 2 mots qui semblent contenir l'élégance, la loyauté, le devoir, la représentation. 2 mots que l'on prononce avec respect, avec curiosité, parfois avec fascination. Mais derrière ces 2 mots, il y a une femme. Et cette femme, selon ses propres confidences, ne se reconnaît plus dans l'image que l'on attend d'elle. Car être première dame, ce n'est pas seulement accompagner un président, c'est être regardé avant même d'avoir parlé. C'est devenir un symbole avant d'avoir le droit d'être une personne. C'est voir son sourire analysé, son absence commentée, son silence transformé en message politique. Chaque geste devient une phrase. Chaque regard devient une interprétation. Chaque pas hors du cadre devient un événement. Et Cécilia n'a jamais été une femme facile à enfermer dans un cadre. La presse la décrit alors comme l'une des premières dames les plus singulières de France. Plus libre, plus personnelle, moins attachée aux codes traditionnels. Elle ne cherche pas à ressembler aux portraits déjà accrochés dans les couloirs de la République. Elle n'a pas cette docilité rassurante que certains voudraient trouver chez l'épouse d'un homme de pouvoir. Elle garde une part de distance, une part d'ombre, une part de refus. Et c'est précisément cela qui intrigue. Mais ce que l'on appelle parfois caractère depuis l'extérieur peut, de l'intérieur, être une lutte. Une lutte pour ne pas disparaître. Une lutte pour ne pas devenir seulement une fonction. Une lutte pour continuer à entendre sa propre voix au milieu du vacarme politique. Car dans ce monde-là, tout parle fort. Les conseillers parlent fort. Les ambitions parlent fort. Les caméras parlent fort, même quand elles se taisent. Les sondages, les journaux, les rumeurs, les dîners officiels, les déplacements, les urgences, tout réclame sa place. Et au milieu de tout cela, que devient l'intimité? Où se cache encore le couple? Dans quel recoin du palais peut-on déposer sa fatigue sans qu'elle soit immédiatement transformée en signe de crise? Cécilia dira plus tard que cette image officielle ne reflétait pas la vérité de ce qu'elle vivait intérieurement. Voilà le cœur du drame. Non pas seulement la séparation d'un couple célèbre, mais l'écart immense entre une façade publique et une vérité intime. Le monde voyait une femme au sommet. Elle, semble-t-il, sentait une solitude grandir. Une solitude particulière, presque paradoxale. La solitude au milieu de tous. La solitude sous les lustres.
La solitude dans les voitures escortées, dans les salons où tout est préparé, dans les cérémonies où chacun sait où se placer. La solitude d'une femme que tout le monde regarde, mais que peu de personnes semblent vraiment voir. Et alors, une question devient inévitable. Combien de temps peut-on continuer à jouer un rôle lorsque ce rôle étouffe ce qu'il reste de vrai en soi? Pour Cécilia, la réponse ne viendra pas comme un coup de théâtre soudain. Elle semble venir comme viennent les grandes décisions intérieures, lentement, douloureusement, puis avec une clarté irréversible. Un jour, on ne peut plus mentir à sa propre fatigue. Un jour, le miroir ne renvoie plus l'image que l'on présente au monde, mais celle que l'on cache depuis trop longtemps. Et ce jour-là, rester devient plus difficile que partir. La séparation de Cécilia Attias et Nicolas Sarkozy n'a pas seulement été une affaire privée. Elle est devenue un récit national, observé, commenté, disséqué. Dans une France habituée à voir les couples politiques comme des vitrines de stabilité, ce divorce a eu l'effet d'une fissure visible sur une façade officielle. On voulait comprendre, on voulait savoir, on voulait nommer la cause, trouver un coupable, réduire une histoire complexe à une phrase simple. Mais les histoires humaines ne se laissent jamais enfermer aussi facilement. Cécilia, elle, parle d'un choix de vérité, un choix dur, un choix coûteux, mais un choix nécessaire. Continuer aurait signifié à ses yeux, continuer à jouer. C'est continuer à apparaître là où l'âme n'était plus présente, continuer à sourire quand le cœur ne suivait plus. Continuer à incarner une union qui, dans l'intimité, avait perdu son sens profond. C'est là que ces mots résonnent avec une force particulière. Ce mariage était un mensonge que je ne pouvais plus continuer à vivre. Une phrase brutale, oui. Mais parfois, les phrases les plus dures ne sont pas prononcées pour blesser. Elles sont prononcées parce qu'elles ont longtemps été retenues, parce qu'elles ont mûri dans le silence, parce qu'elles portent en elles des années de compromis, de renoncement, de nuits sans réponse. Un mensonge, dans ce contexte, n'est pas seulement une tromperie adressée aux autres, c'est aussi une distance entre ce que l'on montre et ce que l'on ressent. C'est l'obligation de maintenir debout une image qui s'est déjà effondrée à l'intérieur. Et peut-être est-ce cela, le plus épuisant. Non pas la fin de l'amour en elle-même, mais l'effort de faire croire qu'il reste intact. Après le divorce, Cécilia livre aussi une réflexion plus amère sur l'entourage du pouvoir. Elle laisse entendre que certaines personnes proches ont pu être attirées par Nicolas Sarkozy, moins pour l'homme que pour ce qu'il représentait. L'influence, l'accès, la puissance. C'est une révélation troublante, car elle montre une autre solitude encore, celle des cercles où l'affection se confond parfois avec l'intérêt, où la proximité devient une stratégie, où l'on ne sait plus toujours qui vient vers vous pour votre cœur et qui vient pour votre position. Le pouvoir attire, le pouvoir aimante. Il éclaire certains visages, mais il en déforme d'autres. Il peut donner l'illusion d'être entouré, alors qu'il rend parfois plus difficile encore de distinguer les présences sincères des présences utiles. Pour Cécilia, partir, c'est donc aussi quitter ce théâtre-là, quitter les couloirs où les mots sont pesés, quitter les regards qui évaluent, quitter le bruit permanent d'un monde où l'intime devient matière publique. Partir, ce n'est pas seulement rompre avec un homme, c'est rompre avec un rôle, avec une mise en scène, avec une version de soi devenue étrangère. Et dans ce départ, il y a quelque chose de profondément humain. Une femme qui refuse de se réduire à une fonction. Une femme qui accepte d'être jugée pour redevenir vraie. Une femme qui comprend que la dignité ne consiste pas toujours à rester debout à côté de quelqu'un, mais parfois à s'éloigner pour ne pas se trahir soi-même. Car il existe des départs qui ressemblent à des chutes. Et il existe des départs qui, malgré la douleur, ressemblent à une respiration retrouvée. Après le tumulte, il y a toujours un moment étrange. Un moment sans applaudissements, sans caméra, sans phrase officielle. Un moment où l'on ferme la porte derrière soi et où le silence, enfin, n'est plus imposé par les autres, mais choisi. Pour Cécilia Attias, l'après-divorce ne ressemble pas à une simple fuite. Il ressemble plutôt à une reconstruction lente, patiente, presque intérieure. Car quitter un homme de pouvoir, ce n'est pas seulement quitter un mariage, c'est quitter une architecture entière, des habitudes, des regards, des obligations,
des noms prononcés à voix basse dans les salons. C'est sortir d'un récit que beaucoup avaient déjà écrit à votre place. Et soudain, il faut réapprendre à dire « je » sans que ce mot soit immédiatement rattaché à un autre nom. Pendant longtemps, Cécilia avait été l'épouse de, l'épouse qui conseille, l'épouse qui accompagne, l'épouse que l'on observe. L'épouse dont l'absence devient une rumeur et dont la présence devient un symbole. Mais après la rupture, une autre question apparaît, plus fragile, plus intime. Qui suis-je lorsque je ne suis plus défini par la carrière d'un homme? Cette question, elle ne se répond pas en un jour. Il faut du temps pour reprendre possession de sa propre image, du temps pour ne plus entendre le bruit des commentaires, du temps pour comprendre que l'on peut avoir été regardé par un pays entier et pourtant devoir encore apprendre à se regarder soi-même avec douceur. Cécilia choisit alors une vie plus discrète, plus éloignée de cette lumière qui brûle autant qu'elle éclaire. Elle ne cherche plus à occuper le centre de la scène. Elle s'éloigne, elle se protège. Elle redessine les contours de son existence. Certains y voient un retrait. Peut-être est-ce plutôt une forme de courage, celui de ne plus nourrir le spectacle, celui de laisser retomber le rideau pour retrouver la vérité simple des jours ordinaires. Puis, dans cette nouvelle vie, il y a Richard Attias, un nom qui n'arrive pas comme une revanche, ni comme une réponse destinée au monde, mais comme une présence. Cécilia le décrira comme le grand amour de sa vie, une formule forte, presque lumineuse, parce qu'elle dit autre chose qu'une passion exposée. Elle dit l'apaisement. Elle dit qu'après les années de tension, de rôle et de représentation, il peut encore exister un amour qui ne demande pas de se déguiser. Avec Richard Attias, Cécilia semble trouver une stabilité différente. Non pas l'immobilité, mais l'ancrage. Non pas l'effacement de son passé, mais la possibilité de ne plus vivre sous son poids. Et c'est peut-être cela, la paix. Ne pas oublier ce que l'on a traversé, mais ne plus être prisonnière de ce que l'on a traversé. Elle avance désormais dans une existence plus indépendante, moins soumise aux attentes publiques. Elle n'a plus besoin d'incarner une institution. Elle n'a plus besoin de sourire pour assurer une nation. Elle peut choisir ses mots, ses silences, ses distances. Et dans ce choix, il y a une forme de renaissance. Une renaissance sans bruit spectaculaire, sans déclaration grandiose. Simplement une femme qui, après avoir longtemps vécu dans une image fabriquée par les autres, reprend le droit d'habiter sa propre vie. Avec les années, l'histoire de Cécilia Attias cesse peu à peu d'être seulement celle d'un divorce célèbre. Elle devient autre chose, le récit d'une femme qui refuse d'être réduite à une parenthèse dans la carrière d'un homme. Le public avait vu le faste, les voitures officielles, les cérémonies, les titres, mais elle rappelle aujourd'hui que derrière les images les plus brillantes, il peut y avoir des chambres silencieuses, des doutes invisibles, des blessures sans témoin. C'est peut-être pour cela que ces paroles touchent au-delà de la sphère politique, parce qu'elles parlent d'une expérience plus universelle, celle de se perdre dans une relation, de se sentir devenir secondaire dans sa propre vie, de comprendre un jour que l'on a trop longtemps accepté de tenir un rôle qui ne nous ressemble plus. Qui n'a jamais connu, à sa manière, cette distance entre l'apparence et la vérité? Qui n'a jamais souri alors que quelque chose, à l'intérieur, demandait simplement à être entendu? Cécilia Attias n'a jamais été une figure facile à classer. Trop libre pour certains, trop réservée pour d'autres, trop imprévisible pour ceux qui aiment les personnages dociles. Mais ce que l'on a longtemps appelé imprévisibilité peut aussi se lire autrement, comme une fidélité obstinée à soi-même. Elle n'a pas toujours expliqué, elle n'a pas toujours cherché à convaincre, elle a parfois simplement décidé. Et dans un monde où l'on exige souvent des femmes qu'elles se justifient, décider peut déjà devenir un acte de résistance. Son parcours interroge aussi la place accordée aux femmes auprès des hommes de pouvoir. On les regarde, on les juge, on attend d'elles qu'elles soutiennent sans trop exister, qu'elles soient présentes sans faire d'ombre, qu'elles incarnent la stabilité sans révéler les fractures. On leur demande d'être des symboles, puis on s'étonne lorsqu'elles réclament le droit d'être humaines. Cécilia, elle, a refusé de rester prisonnière de cette image. Elle a accepté le prix du départ, le poids des commentaires, la violence froide des interprétations. Car partir d'un tel monde,
C'est aussi accepter que beaucoup parleront à votre place. Certains diront que vous avez fui, d'autres que vous avez trahi, d'autres encore que vous n'étiez pas faite pour ce rôle. Mais peut-être la vérité est-elle plus simple et plus profonde. Elle ne voulait plus se trahir elle-même. Dans cette phrase supposée si dure, ce mariage comme un mensonge impossible à continuer, il y a moins une condamnation qu'un aveu de survie. Elle ne dit pas seulement la fin d'un couple, elle dit le moment où une femme comprend que la loyauté envers une image peut devenir une infidélité envers soi. Alors, 20 ans plus tard, ces mots résonnent autrement. Ils ne cherchent plus seulement à expliquer le passé, ils éclairent le chemin parcouru. Ils montrent qu'il faut parfois perdre une place aux yeux du monde pour retrouver sa place en soi-même, et que la vraie dignité, parfois, commence au moment exact où l'on cesse de jouer un rôle.